Du coup, qui est notre cher ami? Il s'agit de Émile Zola. Ouah, Picasso, Émile Zola, même combat. Ah, je suis un peu triste que Tokila ne soit pas là car c'est une fan invétérée d'Émile Zola. Moi, je suis un ancien hater pour dire les choses de manière gentille. J'en suis revenu, c'est-à-dire que maintenant je comprends un peu la hype autour de Émile Zola et tout ça. Mais quand je devais l'étudier, j'avoue, j'étais un peu un gros hater. Sûrement que je n'étais pas assez woke à l'époque pour profiter de... Enfin, pour comprendre l'étendue de son œuvre. Donc, Émile Zola. Émile Zola... Extrait et passage de l'œuvre d'Émile Zola. Putain, par contre, c'est vrai que Émile Zola, déjà, il part avec un truc, c'est qu'il a écrit Les Rouges en Macquart. Et à partir de là, c'est vrai que niveau œuvre, déjà, ça se place à un certain niveau, quoi. Entre... c'est qui qu'on avait fait la dernière fois qui avait écrit genre 2 romans dans sa vie et Émile Zola, voilà. Il y a une distance, il y a quelque chose. Alors, l'œuvre... Ah, mais c'est littéralement le livre, l'œuvre. Non, je veux pas ça. Je veux des extraits bien naturalistes, bien descriptifs, qu'on comprenne pourquoi j'étais un hater, en fait. Pas... Parce que j'étais un hater pas par principe. C'est juste que, disons que ces textes n'étaient pas les plus tranquilles. Hello, double K. Bravo pour la connexion. On commence par Émile Zola. Et je crois que j'ai rien lu de lui en entier. Ah si, j'ai dû lire genre peut-être des nouvelles ou des trucs comme ça. Mais globalement, je pense qu'il va être plutôt based de mémoire. Sauf que faut être là pour le lire, quoi. Faut être déter. Alors c'est un extrait de quoi? On n'a pas de... Ok, extrait de Germinal, on n'a pas de avant, de après, juste... Tiens, prends ton extrait et casse-toi. Très bien. Les femmes avaient paru. Près d'1 millier de femmes, aux cheveux épars, dépeignées par la course aux guenilles, montrant la peau nue, des nudités de femelles lasses d'enfanter, des mœurs de faim. Quelques-unes tenaient leurs petits entre les bras, les soulevaient, l'agitaient, ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance. D'autres plus jeunes, avec des gorges gonflées de guerrières, brandissaient des bâtons, tandis que de vieilles affreuses hurlaient si fort que les cordes de leurs coups décharnés semblaient se rompre. Et les hommes déboulèrent ensuite, 2000 furieux, des galibots, des haveurs, des raccommodeurs, une masse compacte qui roulait d'un seul bloc serré, confondue au point qu'on ne distinguait ni les culottes déteintes ni les tricots en laine de loques effacés de la même uniformité terreuse. Les yeux brûlaient, on voyait seulement les trous des bouches noires chantant la Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au-dessus des têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, portée toute droite, et cette hache unique qui était comme l'étendard de la bande avait dans le ciel clair le profil aigu d'un couperet de guillotine. « Quels visages atroces !» balbutia Madame Hennebeau. Négrel dit entre ses dents. « Le diable m'emporte si je reconnais un seul. D'où sortent-ils donc ces bandits-là ?» Et en effet, la colère, la faim, ces 2 mois de souffrance et cette débandade enragée au travers des fosses avaient allongé en mâchoires de bêtes fauves les faces placides, houilleurs de mousson. À ce moment, le soleil se couchait, les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine. Alors la route sembla charrier le du sang. Les femmes, les hommes continuaient à galoper, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. « Oh, superbe !» dirent à demi-voix Lucie et Jeanne, remuées dans leur goût d'artiste par cette belle horreur. Elles s'effrayaient pourtant. Elles reculèrent près de Madame Hennebeau, qui s'était appuyée sur un auge. L'idée qu'il suffisait d'un regard entre les planches de cette porte disjointe pour qu'on les massacrât la glaçait. Négrel se sentait blêmir lui aussi. Très brave d'ordinaire, saisit là d'une épouvante supérieure à sa volonté. Une de ces épouvantes souffles de l'inconnu. Une de ces épouvantes souffles de l'inconnu. Dans le coin, Cécile ne bougeait plus, et les autres, malgré leur désir de détourner les yeux, ne le pouvaient pas, regarder quand même. C'était la vision rouge de la Révolution qui les emporterait tous, fatalement, par une soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débité,
galoperait ainsi sur les chemins, et il ruisselerait du sang des bourgeois. Il promènerait des têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes auraient ces mâchoires de loup ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient les mêmes guenilles, les mêmes tonnerres de gros sabots, la même cohue effroyable de peau sale, d'haleine empestée, balayant le vieux monde sous leur poussée débordante de barbares. Ok, là, on peut ne pas comprendre pourquoi je suis un hater. Parce que on lit cet extrait et on se dit Zola juste le GOAT en fait. Zola il est là en mode écoutez, le peuple se rebelle parce qu'il est pauvre et qu'il galère dans sa vie globalement. Il le dit de manière poétique et tout. Franchement, ça fait très Victor Hugo dans le style, plus que Zola je trouve. Parce que normalement Zola, bon tu tapes des descriptions à foison, mais c'est pas, comment dire, c'est pas des descriptions très imagées et tout ça, c'est un peu, bon t'es là, tu dis ok il y a des choses à comprendre mais je les comprends pas parce que j'ai pas la ref et tout. Mais là c'est vraiment un moment de bravoure quoi, tout est banger dans cet extrait. Le fait que les personnages de riches là ils soient en mode oh là là que c'est moche d'être pauvre, le fait qu'il y a des gamines qui ont l'air d'être jeunes en tout cas qui sont en mode oh là là que c'est joli, c'est ces gens qui crèvent la faim et qui se battent pour leurs droits quoi. Mais j'avoue ça me donne envie de redonner sa chance à Germinal si on se base uniquement sur ça. Je comprends la hype, je retire tout ce que j'ai dit sur Émile Zola en termes de style. J'ai changé d'avis, c'est le GOAT. Je vais quand même pas le laisser. Non, c'est bon, je l'ai pas laissé là. Ok. Maintenant. C'était peut-être un GOAT dans ses écrits, mais on a vu la dernière fois, grâce à Jean-Paul Sartre, qui est là, dans Mouais, que tu pouvais être un GOAT dans tes écrits et quand même collaborer tranquillement avec les nazis, quoi, tout en étant communiste quand ça t'arrange, enfin, voilà. On commence un petit peu à prendre des pincettes, dirons-nous. Bon, l'article il est giga long, donc on va essayer d'aller un peu vite quand même. Donc c'est un écrivain journaliste français né en 1840. Ah mais je l'ai pas du tout fait dans l'ordre. Il est mort en 1902 à 62 ans. Alors que... ouais, on fait un petit tour dans le passé là. Considéré comme le chef de file du naturalisme, c'est l'un des romanciers français les plus populaires et l'un des plus publiés, traduits et commentés dans le monde entier. Il a durablement marqué de son empreinte le monde littéraire français. Ses romans ont connu de très nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision. Je me demande, question annexe, s'il y avait, genre quel auteur français s'est le mieux exporté, a été le plus étudié. Là de tête je dirais Victor Hugo, mais je crois que Proust c'est quand même quelque chose quoi. J'ignore. Alors, sa vie et son œuvre ont fait l'objet de nombreuses études historiques, nanana. Il est principalement connu pour les Rougon-Macquart, une fresque romanesque en 20 volumes. Dépeignant la société française sous le Second Empire. Ouais, la dernière fois on était à la Seconde Guerre mondiale, effectivement ça fait un petit whiplash. Qui met en scène la trajectoire de la famille Rougon-Macquart à travers ses différentes générations, et dont chacun des représentants d'une époque est une génération particulière, fait l'objet d'un roman. Ok, il dépeint la société, nanana. Les dernières années de sa vie sont marquées par son engagement dans l'affaire Dreyfus, puisqu'il a écrit « J'accuse », ce qui lui a valu un procès pour diffamation et un exil à Londres la même année. Il commence bien, mais on n'est pas à l'abri d'un dérapage. La vie m'a appris que, franchement, Sartre... Entre Sartre et Colette et Beaumarchais, comment avoir confiance en nos auteurs en fait? Bon, il est né à Paris, son père est ingénieur, ouais, donc il vient d'une famille globalement bourgeoise. Attends, il crée avec des partenaires financiers la société du Canal Zola. Son père crée une société, je pensais qu'on en aurait rien à foutre de la vie de son père, parce que souvent il raconte un peu la vie des parents et voilà, un peu osef, mais j'ai lu les créanciers poursuivent alors la société du Canal, donc je me dis peut-être que finalement ça explique pourquoi Zola il connaissait un peu les pauvres, parce qu'en fait il a commencé bourgeois et ensuite il n'a plus été. Ok, les créanciers font déclarer la banqueroute, nanana.
La société Zola est bradée aux enchères. Émilie Aubert, donc la mère de Zola, est totalement démunie. Elle s'occupe de l'orphelin avec sa grand-mère. Ok, non. Bon, il n'y a pas l'air... Elle est démunie, mais ça va. Elle a l'air de quand même bien le vivre. Au collège à Aix-en-Provence. Ah, du coup, il part à Aix-en-Provence. Ah, mais oui, parce qu'il dirige le barrage Zola de Aix-en-Provence. Putain, le barrage Zola de Aix-en-Provence. Attends, quelle dinguerie. Le père de Zola, il a fait un barrage qui s'appelle le barrage Zola. Sur le cours d'eau de l'Internet. Mais c'est... Et ben voilà. Truc sur lequel j'aurais pas misé. Donc, il est à Aix-en-Provence. Il se lie d'amitié avec Paul Cézanne, qui reste son ami proche. Ce dernier l'initie aux arts graphiques et plus particulièrement à la peinture. Zola est passionné de littérature, il accumule les lectures et envisage très tôt le projet d'écrire à titre professionnel. Il considère dès son plus jeune âge l'écriture comme sa véritable vocation. En 6ème, il dessine déjà un roman sur les croisades. Je peux pas m'empêcher de comparer à moi qui écris à côté, et en 6ème j'écrivais des giga fanfictions sur Mozart, l'opéra rock, les amis. Lui, il écrivait des romans sur les croisades. Moi, j'étais là à écrire du smut, du mauvais smut en plus, parce que j'avais 11 ans. Sur Mozart, l'opéra rock, et juste Mozart des fois. Enfin bref, voilà, on n'a pas la même vie, quoi. Ses amis d'enfance sont ses premiers lecteurs. Il leur affirme plusieurs fois dans ses échanges épistolaires qu'il sera un jour un écrivain reconnu. Et il a tenu, hein. Vie de bohème. Ah, ça m'étonne moyennement, quoi. Il était à Aix et il rejoint sa mère à Paris. Ah oui, donc il vivait à Aix avec sa grand-mère. Il rejoint à Paris pour essayer de trouver le succès à Paris. Constitue un cercle d'amis d'anciens Aixois, Aix-en-Provence. Et nanana. Il est influencé par plusieurs auteurs. Il est recalé par 2 fois au baccalauréat de sciences. En même temps, t'avais qu'à faire le baccalauréat de littérature, tu voulais être écrivain, après avoir été scolarisé au lycée Saint-Louis. La première année, il avait manqué 2 mois de cours après le décès de son père. Ah, mais en fait, son père était pas encore mort, d'accord. Il réussit les épreuves écrites, mais échoue aux oraux. L'année suivante, il rate les écrits. Ouf. Ah, c'est le coup dur de réussir les écrits une année et d'échouer aux oraux et de se dire ok, j'y étais presque, et l'année suivante de rater les écrits. Ça le marque, tu m'étonnes. Et il sait que sans diplôme, il aura des difficultés à vivre. Et mec, sache que maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Car tu pourrais demander à une IA d'avoir un diplôme. Le premier amour de Zola. Ah d'accord, sans transition aucune. Genre là, il va manquer de thunes et on passe à son premier amour. S'appelle Berthe. Je suis désolé à toutes les Berthes, mais c'est pas un prénom qui est facile à porter. Il la surnomme lui-même une fille à partie, c'est-à-dire une prostituée hébé. Il conçoit des projets de la sortir du ruisseau. Ah, il avait un petit complexe de l'infirmier en essayant de lui redonner goût au travail. Mais cet idéalisme se heurte aux dures réalités de la vie dans les bas quartiers parisiens. Il tire toutefois de cet échec la substance de son premier roman, La Confession de Claude. Il a essayé de sauver une prostituée de la vie de prostituée et après il était en mode ah mais attends, mais en fait les gens pauvres ils ont pas le choix, ils font pas ça par plaisir. Ok, le monde de la peinture le fascine, il est très proche du mouvement impressionniste. Ah mais c'est pour ça que Tokila est fan. Tokila qui est passionné d'impressionnisme. Ok, il devient pote avec Manet, puis il rencontre Mallarmé, tout ça, oui, tout le monde se connaissait à l'époque. Pendant des dizaines d'années, Cézanne aura une place à part, le peintre et l'écrivain se côtoient, échangent une correspondance riche et s'entraînement, même financièrement. Mais avec le temps et surtout la publication de l'œuvre, roman dans lequel l'artiste croit se reconnaître dans le personnage du peintre raté, Claude Lantier, leur amitié s'éteint. Cézanne adresse sa dernière lettre à l'écrivain en 1886, ils ne se reverront jamais plus. Oh, mais c'est trop triste. Attends. Il est mort en quelle année? En 1902, 1840. Donc ils ont été potes pendant genre 30 ans. Et il s'est dit, putain, je crois que c'est moi le personnage de peintre raté, il a coupé les liens. Je suis trop triste pour leur amitié, j'avoue.
Ok, ayant échoué au baccalauréat, il affronte sans qualification le marché du travail et entre comme employé aux écritures au doc de la douane en avril. Putain, et il a même pas le bac, il peut faire ça. Oui, oui, on était dans cette économie. Hein. Il finit par démissionner au bout de 2 mois, connaît une longue période sans emploi. Et à l'époque, je suppose qu'il n'y avait pas France Travail, car ça s'appelait encore Pôle emploi. Jusqu'au moment où il parvient à entrer en contact avec Louis Hachette. Son nom nous dit quelque chose, qu'il embauche comme commis dans sa librairie le 1er mars 62. Ok, donc il a été au chômage pendant 1 an et demi. Il est naturalisé français le 31 octobre 1862. Attends, comment ça naturalisé français? Il était quoi? Pourquoi on n'a pas cette info? Natif de Venise. Natif de Dourdan. C'est où Dourdan? Ben, sa mère, elle est française. Son père, il est italien, d'accord, mais ça se passait comme ça. Donc il est italien Zola, à la base. Très bien. Ok. Il reste chez Hachette, où il finit par devenir attaché de presse, sans baccalauréat. Comme quoi, tout est possible. Chez Hachette, on parle d'idéologie positiviste et anticléricale. Attendez une seconde. Je vais juste vérifier un truc. Groupe Hachette, Wikipédia, nanana. Et ça, Hachette est détenu par Lagardère Publishing aujourd'hui. Je pense que c'est plus trop anticlérical, les amis. Je pense que c'est plus trop anticlérical, on va pas se mentir. Puisque c'est aujourd'hui Vincent Bolloré qui détient le groupe Hachette. C'est fou de se dire qu'en quelle année on est? En 1864, Hachette était plus progressiste qu'aujourd'hui, quoi. Et on peut aller regarder ça de plus près, il suffit d'aller voir ce qu'ils ont publié récemment. Qu'est-ce que vous avez publié récemment? Nos activités, vos livres. Attends, vous avez pas un truc genre vos livres? L'essentiel et les chiffres clés. Non, mais on peut pas voir vos livres? C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que ce n'est pas super bien. Que ce n'est pas super bien organisé ce site. Achète livre, découvrir le groupe, découvrir l'actualité, éditeur de livres, éditeur de jeux, nos chiffres clés, notre patrimoine. Un héritage. Ah ouais, il y a vraiment aucune info, quoi. Et ben on saura pas ce qu'ils publient aujourd'hui, puisqu'apparemment ils veulent pas nous le dire. Peut-être que si je mets juste Hachette publication. Je sais que, enfin, en fait la question que je me pose c'est est-ce que il y a un lien avec Fayard par exemple? Bon, Hachette Jeunesse, je suppose que voilà, de toute façon. Hachette.fr. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous avez? Découvrez les dernières paraisons. Tony Estanguet. Tony Estanguet, il a pas été... Non, je vais pas... Je vais pas entretenir une rumeur, mais je vais aller la vérifier. Si c'est pas lui qui a été accusé d'avoir détourné de l'argent aux Jeux Olympiques. Mais je crois pas que ça soit lui. Carrière sportive, comité international olympique. Ok, nickel. Il a pas l'air. Déjà, il a pas de sommaire où il y a écrit genre controverse quoi. Non, ça va. J'ai failli être totalement injuste avec lui. Ah non, j'ai pas halluciné. Estanguet est visé par une enquête ouverte par le parquet national financier portant sur les conditions de sa rémunération. Il perçoit 270 000 euros bruts. Non. Ok. Donc ça va. Juste, il était beaucoup payé, mais en soi, c'était légal parce qu'on pensait que c'était une association non lucrative, mais c'était une association lucrative. Donc,
légalement ok, moralement critiquable, quoi. Mais bon, au moins ça va, il n'y a pas de brûler tout. Ah, mais c'est ça, hein, c'est ce qui me semblait. Hein. Oh, t'as Populicide, t'as Jordan Bardella. Allez, on rappelle que l'idéologie positiviste et anticléricale le marque profondément. Eh ben Zola, si tu savais ce qui s'est passé, et Hachette si tu savais ce qui s'est passé. Il apprend toutes les techniques du livre, nanana. Ok, alors attends. Il fait la connaissance d'Aléonore Alexandrine, qui se fait appeler Gabrielle, qui est celui de sa fille naturelle, qu'elle a abandonné à 17 ans à l'assistance publique. Donc, je suppose que... Je déteste quand Wikipédia fait ça. Genre, dans cet ordre-là. Genre là, on a un personnage qui est introduit, qui est Éléonore Alexandrine Mellet, et on sait pas ce qu'elle va faire dans la vie de Zola. Genre, on a juste sa vie, au lieu de se dire, genre, il se marie à Nanana, et le faire dans l'autre sens. Bref. Nanana. L'écrivain constate un portrait à sa nouvelle coquette, donc ok, on comprend qu'ils sont ensemble, l'amour sous les toits. On ne connaît pas l'origine de cette lésion, peut-être est-ce le fait du hasard. Ok. On sait pas comment ils sont venus ensemble. Et est-ce que finalement, je dis ça comme ça, on s'en battrait pas les couilles. Voilà. Journal littéraire, nanana, il collabore à des journaux, ok. À la base, on essaye de voir s'il est based. Et pour l'instant, bah, on s'en fout un petit peu de ce qu'il fait. Enfin, c'est intéressant d'un point de vue historique, mais je veux dire, au-delà de ça, ça ne donne pas trop d'infos sur ses positions et tout ça. Ah, mais en fait, ils sont en couple. Il quitte sa mère et emménage avec sa compagne à proximité du faubourg Montmartre. Ils mettent 5 ans avant d'officialiser la liaison. Ah oui, ok. Il est critique artistique. Outre la critique, il publie des centaines de contes ou des romans feuilletons. Il pratiquait un journalisme polémique dans lequel il affichait ses haines mais aussi ses goûts, mettant en avant ses positions esthétiques mais aussi politiques. Il maîtrise parfaitement ses interventions journalistiques, utilisant la presse comme un outil de promotion de son œuvre littéraire. Putain. Mais en même temps, il a été attaché de presse plus ou moins chez Hachette. Pour ses premiers ouvrages, il a en effet rédigé des comptes rendus prêts à l'emploi qu'il a adressés personnellement à toute la critique littéraire parisienne, obtenant en retour de nombreux articles. Il savait comment s'y prendre. Il avait compris. Il était en mode « j'ai la méta ». Il a bossé 4 ans chez Hachette, il avait la méta. Portrait d'Émile Zola à 30 ans. C'est ça le problème avec les auteurs qui meurent vieux, on a que les photos de eux vieux, alors que en fait, jeunes, ça va. Au travers de ses interventions dans la presse politique, l'engagement de Zola est le plus marquant. Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui défend notre cher Zola? Alors... Il met ses talents, ses pratiques de polémiste par l'écriture de fines satires anti-impériales. Donc déjà, il est contre l'empereur, c'est pas mal. Contre le Second Empire. Ok, il se marie, Saint-Joseph. Il n'est pas mobilisé pour la guerre dans le conflit franco-prussien. Est-ce que il écrit contre? Il pourrait être intégré à la garde nationale, mais sa myopie et son statut de soutien de famille pour sa mère l'en écartent. Il suit la chute du Second Empire avec ironie. Tu m'étonnes, il devait être en mode mais quel banger. Si demain la 5ème République chute et qu'on a une 6ème République, mais je la suivrai aussi avec ironie et avec joie. Enfin, sauf si c'est pour tomber dans le fascisme. Auquel cas, je ne la suivrai pas avec ironie et avec joie. Alexandrine convainc son mari de fuir Paris avant le siège. Elle avait du nez, Alexandrine. Ils vont à Marseille, nanana, ok. Il essaye de se faire nommer sous-préfet d'Aix-en-Provence, mais il n'est engagé que comme secrétaire du ministre. C'est ni un homme d'intrigue, ni un homme de réseau. Alors certes, mais c'est quand même un homme qui a réussi à se faire connaître parce qu'il savait comment envoyer des points presse aux critiques, quoi. Il a fait de son mieux.
Ok, il reprend son travail à La Cloche, qui est du coup un journal qui est hostile à l'insurrection de la commune. Mais est-ce que Zola est hostile? Celle-ci contrôle Paris à partir du 18 mars. Zola est arrêté le 20 et relâché le 21. En avril, il est scandalisé par l'interdiction de certains journaux par la commune. Et le 10, il est menacé d'être pris comme otage. Il freine alors la fuite. Ils reviennent à Paris fin mai après la semaine sanglante et l'écrasement de la commune. C'est pas... Pour l'instant, c'est pas ouf, sa gestion de la commune. Qu'est-ce qu'il va en dire? Le bain de sang qu'il vient de prendre était peut-être d'une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. Vous le verrez maintenant grandir en sagesse et en splendeur. C'est quand même sacrément pas ouf. Alors oui, bon, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes. Enfin, même pas, des milliers. Mais maintenant, au moins, ils ont appris leur leçon et ils sont plus sages. Ça serait pas la chose sur laquelle je miserais, quoi. Courageux, voire téméraire, il s'attaque au ténor de l'Assemblée, comme Albert de Broglie. Putain, j'ai connu ce nom à un moment. C'est un monarchiste, ok. Ou Gabriel de Belcastel. C'est pas un monarchiste, lui aussi, il s'appelle de Belcastel. Il vilipende d'une chambre peureuse, réactionnaire, admirablement manipulée par Thiers, qui est du coup le président. Il produit des chroniques parlementaires sous le titre de La République en marche. Putain. Zola, Macron. Non mais maintenant je dois voir si Macron c'était une ref à Zola en fait. Macron, Zola, République en marche. Est-ce qu'il y avait un lien? Le parti LREM et les chroniques de Zola. Oui, parce que ça s'appelle littéralement La République en marche. Y a-t-il un lien entre le nom... Il ne semble pas exister de lien entre le nom des chroniques parlementaires d'Émile Zola intitulé La République en marche et le nom du parti et d'Emmanuel Macron, La République en marche, en tout cas revendiqué par le parti. Au printemps 2016, lorsqu'Emmanuel Macron et son équipe de campagne créent le mouvement En Marche pour l'élection présidentielle, ce nom leur est inspiré par l'idée de mouvement et conforté par la référence aux initiales du candidat. Ok, donc non. Putain, c'est fou comme hasard. Des chroniques parlementaires sur La République En Marche. Putain, un peu coup dur pour Zola. Après, je sais pas, peut-être qu'il aurait été macroniste, hein, vu qu'il était en mode oui, la commune, bon, on avait besoin de leur mettre des pains dans la gueule. Alors, elles lui permettent de se faire connaître du monde politique et d'y fonder des solides amitiés et inimitiés. Ah, j'aime trop le mot inimitié. Ses engagements sont quelque peu risqués pour l'écrivain. Il tombe 2 fois sous le coup de la loi, mais ses ennuis judiciaires n'ont pas de conséquences et il est chaque fois libéré le jour même. Bon, j'avoue, c'est un peu quand même... C'est pas ouf ce qu'il a fait pendant la commune et tout ça, mais au moins il a tenu ses convictions, contrairement à d'autres auteurs qu'on a vus ces derniers temps. Je ne citerai pas de nom, mais je n'en pense pas moins. J'ai un peu trop zoomé. Mais bon, ça reste pas ouf, quoi. Ah non, là ça va. C'est contre le royaume et tout, enfin c'est contre les royalistes et tout ça, c'est ok. Et au moins oui, du coup il se tient à ce qu'il dit et il accepte d'aller faire de la prison pour ses idées. C'est là qu'on voit que c'est pas totalement implanqué comme d'autres qui critiquaient un petit peu doucement mais qui, bon, ne prenaient pas trop de risques non plus. Alors, il reste à l'écart du monde politique auprès duquel il sait s'engager, mais avec retenue, recul et froideur. L'action politique ne l'intéresse pas et il n'a jamais été candidat à aucune élection. Il a peut-être pas été candidat à aucune élection, mais il a demandé... Enfin, il a peut-être pas été candidat à une élection, mais il a quand même demandé à devenir sous-préfet d'Aix-en-Provence. C'est un petit peu politique, hein. Après, bon... Il agit donc en libre penseur et en moraliste indépendant, ce qui lui apporte une stature de libéral modéré. Il s'oppose radicalement à l'ordre moral. L'ordre moral est une coalition des droites qui se forme après la chute successive de Napoléon III. Ok, donc pas mal. Notamment dans la conquête de plaçants interdits de vente dans les gares par la commission de colportage.
et par la publication de La faute de l'abbé Mouret, une vive critique de la règle de la chasteté pour le clergé, renforcée alors par la mise en œuvre du culte du mariage par l'Église. Il défend aussi activement les communards amnistiés par les lois de 79 et 80, en évoquant les périodes de la Révolution de 48 dans le ventre de Paris, en soutenant notamment Jules Vallès afin que celui-ci puisse publier ses textes. Donc il défend les communards amnistiés, ce qui est pas mal pour un mec qui a quand même dû fuir la commune et qui après a dit ils se sont fait tabasser mais ils avaient un peu cherché. Et il critique la règle de chasteté pour le clergé, et ça, c'est assez fou. Enfin, je savais pas que ça fait autant de temps qu'il y a des critiques. Plus, genre, c'est un peu des critiques qu'on entend doucement entre deux portes dans le privé, mais j'ai rarement entendu quelqu'un lui dire vraiment publiquement et tout ça, et s'engager pour ça, ce qui réglerait en effet pas mal de problèmes pour le clergé, hein. On va pas se le cacher. Ok. Ce seront les derniers articles politiques de Zola, puisqu'il a entrepris le cycle des Rougon-Macquart, qui va l'occuper pendant 22 années. Okay, il faut que c'est le moment de faire mon coming out incapable de prononcer le nom de la série de Zola, et je vais aller littéralement chercher. Ça se prononce Rougon ou Rougon. J'ai toujours entendu dire Gu. Donc, les Rougon-Macquart. Les Roucu-Macquart. Rougon. Ok. C'est fou cette photo. Ok, Rougon-Macquart. Je pense que je l'ai prononcé Rougon-Macquart et qu'à un moment dans ma vie, j'ai entendu un Rougon-Macquart et après c'était finito. Une fois que le doute est là, c'est foutu. Vers le succès littéraire, 72-77. Alors, 72-77. Il est né en 40, 60 il a 20 ans, 70 il a 30 ans, 72 donc il a 32 ans. Il multiplie les amitiés, ok, nanana, il se rapproche deux écrivains. Il a des groupes d'amis qu'il voit tous les dimanches et il parle littérature avec eux, il est content. La puissance de travail du romancier a fini par porter ses fruits. Pendant cette période, Zola publie en effet un roman par an, de multiples collaborations journalistiques ainsi que des pièces de théâtre et les nouveaux contes à Ninon. Connaissant depuis de longues années l'importante difficulté sur le plan financier, il voit sa situation commencer à se stabiliser à la suite de l'énorme succès constitué par la publication de l'Assommoir. Dès ce moment, ses revenus annuels aussi entre 80 et 100 000 francs. C'est un peu difficile. Ah, il y a quelqu'un qui a fait la conversion. Quelle goutte. Soit entre 180 000 et 220 000 euros par an. C'est... À titre de comparaison, un instituteur gagnait entre 700 et 1000 francs par an. Un bon journaliste, environ 10 000 francs. Et lui, il gagnait 80 à 100 000 francs. Attends, un instituteur gagnait 700... Il gagnait 1000 francs. Ça veut dire qu'il gagne 80 fois plus qu'un instituteur. Ok. Il devient riche. On résume. Il n'est pas fortuné à proprement parler. Ah bah il a quand même l'air. Puisque après avoir eu sa mère à charge et ses deux foyers. Comment ça ses deux foyers? À sa mère et sa femme, genre. Les baisses des ventes de ses romans consécutives à ses engagements politiques l'amènent une fois ou l'autre à la gêne financière. Mais celle-ci n'est le plus souvent que momentanée et il sera à l'abri de toute difficulté jusqu'à sa mort. Bon, ça va. Ses romans publiés en feuilleton lui rapportent 1500 francs en moyenne et ses droits d'auteur 50 centimes par volume vendu. Il tire aussi des revenus importants de l'adaptation de ses romans en théâtre. Il finit par gagner 150 000 francs autour de 1895 par an. 350 000 euros. Ouais, ça va. Il a pas l'air effectivement d'être dans le besoin. Maître du naturalisme. Putain, c'est vrai qu'on est en 72. On a fait... ça fait une demi-heure qu'on parle de Zola, même plus. Et on n'a toujours pas parlé du naturalisme. Au secours. Alors, nanana. Il a cessé de s'engager dans les causes sociales, artistiques ou littéraires qui lui semblent justes, sans jamais faire de politique. Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Ah, sans jamais faire de la politique au sens... il s'est jamais engagé lui-même en tant que député ou quoi que ce soit. Oui, parce que s'engager dans les causes, c'est quand même littéralement la définition de faire politique, quoi. Le personnel politique lui semble suspect, et avant l'affaire Dreyfus, il n'aura pas d'amis dans ce monde. Ça veut dire qu'après, il deviendra pote avec Dreyfus. Républicain convaincu, il s'engage tôt dans un combat contre l'Empire. Les premiers romans du cycle Rougon-Macquart ont un signe visé à la fois satirique et politique. Il est l'objet de censure et tout. Cette période qui marque le début d'une certaine reconnaissance professionnelle est assombrie par plusieurs événements dans la vie de Zola. Le décès d'Edmond Duranty, mais surtout de Gustave Flaubert, terrassé par une attaque, atteigne profondément le romancier. Ainsi que la perte de sa mère la même année. Ah oui, effectivement, l'année 1880, c'est pas la meilleure de ces années. Ce qui le plonge dans la dépression. Tu m'étonnes. En 1881, parvenu à l'autonomie financière grâce au Rougon-Macquart, il cesse son travail de journaliste. Il publie des adieux dans lesquels il dresse un bilan des 15 années de combat dans la presse. Il ne reprendra plus la plume de journaliste, hormis quelques interventions ça et là qu'à l'occasion de l'affaire Dreyfus en 97, principalement au Figaro et à l'Aurore. Mais il reste reporter dans l'âme. C'est fou comment le Figaro avait l'air d'être moins d'extrême droite à l'époque. Parce qu'il y a pas mal de gens qu'on mettrait à gauche, au moins centre-gauche aujourd'hui, qui ont écrit dans le Figaro. La dernière fois c'était Sartre, mais après... Sartre c'était un peu spécial parce qu'il avait écrit dans le Figaro alors que globalement il partageait pas les idées du Figaro, donc c'était un peu... il a accepté l'étude mais pas vraiment. Mais Sartre c'était un peu un opportuniste. Il reste reporter dans l'âme, ok. L'intrigue de Germinal s'inspire de rencontres avec des mineurs et décrit minutieusement l'envolée des actions minières en bourse de Lille. En fait, c'est un peu comme s'il faisait des documentaires, quoi. Des docu-fictions. Ok, il travaille de fou. Comme l'indique sa devise, nulla dies sine linea, ce qui veut dire aucun jour sans travail, pas de jour sans une seule ligne. Elle trouve sa source chez Pline l'Ancien. Je comprends la vibe. Sa vie obéit plus de 30 ans à un emploi du temps très strict. Est-ce qu'on s'en foutrait pas? Oh, on s'en fout pas parce qu'il a un chien. Son chien Pimpin. Ok. Donc globalement il a un peu une vie à la Kant où il se réveille tôt, il promène son yinche et après il travaille, après il promène son yinche et après il écrit des lettres et après il promène son yinche. Tant qu'il promène son yinche, moi je suis content. Ah oui, à la fin de sa vie il modifie cet ordre pour consacrer plus de temps à ses enfants. Le nulos alors qu'il aurait pu faire ça plus tôt et consacrer plus de temps à son chien, bref. Je suis un peu triste. Oh, il y a son chien là. C'est le bébou. Ah, c'est pas d'assez bonne qualité pour voir la tête du bébou. On dirait un monstre, mais ça reste un bébou à mes yeux. Au secours, je ne peux plus désormais. Oh, my bad là-dessus. Hop là. Ok. Bon, on ne pourra pas voir le bébou en bonne qualité. Ah, il a une crise de la cinquantaine. C'est à cette époque que Jeanne Rosereau, jeune femme de 21 ans, est engagée par Alexandrine Zola pour entrer au service de Zola à Médan. Je sens que va y avoir un problème entre Zola et Alexandrine. Puisqu'il aurait soufflé à Goncourt, ma femme n'est pas là, eh bien je ne vois pas passer une jeune fille comme celle-ci sans me dire cela ne vaut-il pas mieux qu'un livre. Franchement non. Elle accompagne les Zola à la fin de l'été. Le romancier en tombe immédiatement éperdument amoureux. Il conçoit pour elle un amour d'autant plus fort qu'elle lui donne les 2 enfants qu'il n'a jamais pu avoir avec sa femme Alexandrine. Attends quoi? Donc, mais qu'est-ce que sa femme a dit de tout ça? Est-ce que c'est genre un trouble ou est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit que sa femme s'entiche là.
Jeanne Rose Rommel a 21 ans et lui il en a 50, au secours. Jeanne élève Denise et Jacques dans le culte de leur père. Pourtant celui-ci n'abandonne pas la compagne de sa jeunesse. L'idylle demeure secrète pendant 3 ans, seuls quelques très proches amis de l'écrivain étant au courant. Il installe sa maîtresse et tout. Ah ok, donc Alexandrine elle est pas au courant. Je me disais mais sa femme le sait-elle? Non, elle ne le sait pas. Apprend l'infidélité de son époux vers le mois de novembre. Grâce à une lettre anonyme. Nice. La crise est grave pour le couple qui passe au bord du divorce. Ah oui, donc on n'est pas dans un trouble. Mais cette révélation est aussi un soulagement pour le romancier après 3 ans de secrets et de mensonges. Contre l'assurance que son mari ne l'abandonnera pas, Alexandrine se résigne à cette situation tandis que Jeanne accepte son statut de femme cachée. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire plus tôt quand il disait 2 foyers, mais comme on n'avait pas le contexte, on comprenait pas que du coup il doit s'occuper de sa mère, parce que là on est en quelle année? Non, c'est plus tard. Il doit s'occuper de sa mère et de ses 2 femmes et de ses gosses. La femme de Zola s'occupe même des enfants, leur offrant des présents, les promenant de temps à autre, portant sur eux un amour maternel dont elle a été privée. Après la mort de l'écrivain, elle fera reconnaître les 2 enfants afin qu'ils puissent porter le nom de leur père. Ok. Donc c'était pas consenti au départ, mais finalement à la fin ça a l'air d'être ok. Il essaye d'organiser sa double vie en partageant son temps entre Alexandrine et Jeanne. Je ne suis pas heureux, ce partage, cette vie double que je suis forcé de vivre finissent par me désespérer. J'avais fait le rêve de rendre tout le monde heureux autour de moi, mais je vois bien que cela est impossible. Mais mec, t'as fait des enfants dans le dos de ta femme et t'es là en mode j'avais fait le rêve que tout le monde soit heureux autour de moi. Genre, je sais pas, si tu voulais vraiment des enfants et si tu tombais amoureux, t'en discutes avec ta femme, peut-être qu'il y a moyen de trouver un arrangement, mais là c'est un petit peu de l'abus d'être en mode oh là là, c'est tellement impossible de rendre tout le monde heureux. Alors que pourtant je suis l'homme parfait. Avec le succès viennent les honneurs. Zola accepte la croix de la Légion d'honneur à condition d'être dispensé de la demande écrite officielle. Ok, il accorde cette décoration. L'écrivain est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est présenté à la Société des gens de lettres, accueilli en son sein exceptionnellement par acclamation à main levée à l'unanimité. Ok. Il fait reconnaître la société comme établissement. Attends, il exerce très sérieusement ses fonctions, intervient dans la presse pour présenter son organisation et ses valeurs. Il fait reconnaître la société comme établissement d'utilité publique, le droit de la propriété littéraire et la défense des auteurs en France progressent sous son autorité. Des conventions sont signées avec des pays étrangers comme la Russie. Ok, c'est pas mal. Affaire Dreyfus, bon, on va pas y passer 2 ans, on sait ce qui s'est passé. Dreyfus a été accusé parce qu'il était juif. Émile Zola s'engage en faveur des juifs et globalement il fait une lettre où il dit Dreyfus est innocent, voilà. Et c'est tout. Le retentissement de l'article est considérable en France comme dans le monde. En accusant nommément les protagonistes de l'affaire Émile Zola s'expose volontairement à des poursuites judiciaires afin que la justice civile se saisisse des débats et que l'enquête ait lieu au grand jour. Parce que jusqu'à présent, comme c'était dans l'armée, en fait, la Grande Muette, bah voilà, c'était caché. La réaction du gouvernement ne se fait pas attendre avec l'assignation d'Émile Zola pour diffamation. Il est condamné à 1 an de prison, 3000 francs d'amende. La peine maximum. Le 2 avril, une demande de pourvoi en cassation reçoit une réponse favorable. L'affaire est déférée. Laborie conseille à Zola de quitter la France pour l'Angleterre avant la fin du procès. Les accusés sont de nouveau condamnés. Ok, donc il fuit finalement. Ok, donc Zola il fuit en Angleterre. Ça déclenche un important mouvement d'opinion. Il vit reclus à Londres dans le secret et une solitude entrecoupée de visites de ses amis et de sa famille proche. Attends, il part quand? Il part en juillet 98. Et là, on est en août 98. Il espère pouvoir rentrer tôt, mais il y a encore des trucs en 99, bref. Et il finit par revenir après 11 mois d'exil. Oh, il est parti 11 mois, quoi. Il a fait des petites vacances en Angleterre, il vient nous faire chialer.
Il va écrire un livre, Mon exil, à manger des yaourts. Alors, le jugement en 94 est finalement cassé. Capitaine Dreyfus étant renvoyé devant un... Ok, bref, l'affaire Dreyfus. Conséquences de l'engagement, ça. Alors, ont été à la fois positives et négatives pour l'écrivain. Ça a relancé l'affaire, lui a donné une dimension sociale et politique, nanana. Mais cet engagement coûte très cher au romancier sur le plan financier. Tout d'abord, la justice fait saisir ses biens, les vend aux enchères. Nanana. Alors que les défraisismes s'exposaient d'abord sous un jour immatériel pour les nationalistes anti-défraisards, ceux-ci trouvent en Zola leur tête de turc. Ok. Jamais Zola n'a regretté son engagement, quel qu'en a été le prix. Il écrit dans ses notes: ma lettre ouverte, j'accuse, est sortie comme un cri. Tout a été calculé par moi. Je m'étais fait donner le texte de loi. Je savais ce que je risquais. Ok. Et il a assumé. Il regrette pas. Non, pour l'instant ça va. Globalement il est ok. Dernières années. Il entame un nouveau cycle. Il se met à la photographie. Et voilà, il obtient son record de voix. Il n'arrive pas à rentrer dans l'Académie française parce qu'il s'est engagé dans l'affaire Dreyfus, mais heureusement que l'Académie française est là pour protéger notre belle langue française. Et je pense que de tous les auteurs de cette liste, là, il y en a 2 qui ont été acceptés à l'Académie française, je crois, à peu près. Mais bien sûr, l'Académie française, on y croit. Ok. Ah ok, je ne savais pas ça. Il meurt d'une combustion lente. Donc ok. À cause de la cheminée qui est dans leur chambre. Très bien. Donc il meurt dans son sommeil en gros. Scène naturaliste, Soma meurt asphyxié. Le retentissement de la mort d'Émile Zola est immense, la presse se fait l'écho de l'émotion qui gagne la population entière. La presse nationaliste et antisémite exulte. Nice. C'est sympa. La libre parole. C'est fou, hein. La libre parole. C'est fou comment tous les antisémites et les fachos et les trucs comme ça, ils aiment trop mettre libre dans leur truc et genre c'est en gros juste eux qui sont libres de dire des choses horribles et les autres qui sont libres de fermer leur gueule, quoi. L'hommage est international, ok. Non. Hypothèse d'un assassinat. Ouais. C'est une hypothèse. Du réalisme au naturalisme, méthode de travail et style, ok, on a globalement vu ça. Ok, cycle construit, outils d'hérédité, les 3 villes, les 4 évangiles, l'esthétique zolienne, la photographie. Ok. Donc, on a Base, on va dire qu'il est plutôt moyen plus. Bon, après, il est même plus. C'est juste qu'il y a eu le petit dérapage de la commune. Mais sinon, ça va. Maintenant, on part sur le physique. Finalement, le plus important. J'ai mis ça en 3e, mais est-ce que ça ne devrait pas être notre seule manière de juger? Alors, Émile Zola. Bon, ça c'est injuste parce qu'il est vieux. Est-ce que on a Émile Zola jeune? Non mais il a toujours la même tête. Il a toujours l'air d'être en mode Genre il a son espèce de mou là. Genre c'est commissure d'élèves. Mais putain, mais même gosse il avait déjà cette tête. Unimpressed. Genre tu le vois, tu te dis ouais. Le mec il est là, il voit tout autour de lui en mode ouais. Dites-moi plus. Bon, il a une belle calvasse, mais ça va, il a pas l'air de l'avoir eu trop tôt, vu qu'à 30 ans il avait encore des cheveux. Et là genre ça va quoi. Franchement je dirais que c'est ok. On est sur ça va. Et bonus vie rocambolesque, non. Clairement, il ne mérite pas le bonus. Il a une vie globalement assez normale. Enfin, normale. Pour un auteur, franchement, c'est assez ok. Alors,
Je pense qu'il peut pas aller dans ces tops parce que il a pas non plus tenu des trucs de fou furieux, genre en mode oui, le droit des homosexuels, le droit des personnes noires, whatever. Alors oui, par contre, il a lutté contre l'antisémitisme à un moment où c'était très très mal vu. Donc ça le fait clairement remonter. Mais il a quand même dit que les communards, ils méritaient bien de s'être fait assassiner. Mais après, il a défendu les communards. Je pense que je le mettrais en... après Alexandre Dumas. Parce que bon, le style d'écriture, c'est quelque chose, mais Dumas, c'était quand même... Ça s'écrivait bien, et puis il avait de la répartie de fou, il disait des dingueries aux gens qui étaient racistes. Moi, je pense que là, ça lui va bien. Entre Dumas et Camus, là, on est pas mal. On est pas mal. Ok, alors, en termes de photos, je pense que ça, là, ça a l'air d'être une vieille photo. Et j'ai absolument aucune idée de ce visage. J'ai trop peur qu'il y ait des auteurs genre Giga inconnus en fait. Mais relativement récents, parce que autant les auteurs Giga inconnus d'il y a 500 ans, bon, c'est pas très grave, mais les récents, c'est un peu plus chiant à gérer. Hop là, qui est-ce? C'est Paul Valéry. Ah, Paul Valéry, je n'ai jamais rien lu de lui à mes yeux, c'est un faux auteur connu, non. Je plaisante bien sûr, mais pour le coup c'est vrai que je n'ai jamais rien vu de lui. Juste vu des écoles qui portaient son nom ou des rues. Paul Valéry, écrivain français. 71-45, putain il est mort pile, il n'a pas eu le temps de voir la France... Ah si, 8 mai, il a eu le temps de voir la France un peu libre. Paul Valéry, Montpellier, d'accord. Vient-il de Montpellier? Ah c'est un poète, ah là là, ah, il part mal. Les poètes et moi, on a une relation compliquée. Paul Valéry, extrait. Extrait des passages de poésie de Paul Valéry. Voilà. Putain. Est-ce que c'est lui? Non. Non. 45. Quoique 45, doit y avoir... Est-ce qu'il y avait des vidéos en 45? Attends. Invention du cinéma. 95. Ah, en 45 en vrai. Bah oui, mais oui, en plus on a des vidéos de Hitler et tout ça. Donc on pourrait avoir des vidéos de Paul Valéry. Donc là c'est lui-même qui lit son truc. Ah, en tant que dalle. Bien essayé de sa part. Bravo Paul Valéry, mais malheureusement on comprend rien. Mais bravo pour l'essai. On va lire nous-mêmes. On va lire nous-mêmes. Alors, Paul Valéry, poème. Et en l'occurrence c'était Cimetière marin. Paul Valéry, Cimetière marin. Le cimetière marin de Paul Valéry dans Charme. Ok, en fait j'ai pas lu dans Charme parce que je me disais à tous les coups ça va être autre chose le nom en entier, mais non. Non mais c'est long. Je suis juste barre du fait que ça se bat entre Brassens et Paul là. Bref, je suis pas sûr qu'on le lise en entier. Ça va dépendre de à quel point j'ai la concentration nécessaire et la foi. Alors, ce toit tranquille où marchent des colombes entre des... On va reprendre. Ce toit tranquille où marchent des colombes entre les pins palpite entre les tombes. Midi, le juste y compose de feu. La mer, toujours recommencée.
Oh, récompense après une pensée, qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume maintes diamants d'imperceptibles écumes. Et quelle paix semble se concevoir quand sur l'abîme un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause. Le temps scintille et le songe est savoir. Sable trésor, temple simple à Minerve, masse de calme et visible réserve. Ô sourcilleuse, œil qui gardes en toi, tant de sommeil sous un voile de flamme. Oh mon silence, édifice dans l'âme, mes combles d'or aux mille tuiles, toi. Ouf, alors c'est quoi le style de Paul Valéry? Ou pas ce que je voulais faire. Je dis, ça a l'air d'être très visuel sans sens. On n'a pas son style. Écrivain et poète et philosophe français. Il n'y a pas membre de je ne sais pas quel mouvement. Non. Par contre, il avait l'air d'avoir un truc avec la mer. Il y avait quelque chose. Un poète élusif. Ok. Bon, on va découvrir ça. Et ça, c'est... on ne sait pas. Bon, après en style c'est beau, hein. C'est juste que voilà, la poésie c'est quelque chose d'un peu compliqué à apprécier quand on n'est pas super doué comme moi et quand on n'a pas la déterre et quand il n'y a pas quelqu'un pour t'expliquer la poésie. Paul Valéry, poésie plus explication. Voilà, on va lui laisser une chance de... Mais il est pas connu ce type. Il n'y a personne qui fait des analyses de ses poèmes. Ouais, bah ouais, il y a rien sur Paul Valéry. Bon. Allez, on va voir ce que tu nous réserves, Paul Valéry. Oula, la petite page Wikipédia là, avec la moitié de trucs. Effectivement, je pense que... Mais je blaguais à moitié quand je disais que c'était pas un vrai auteur. Hein. C'est pas le mec le plus connu, quoi. Alors, il est né en 71 et il est mort en 45. Il fait une carrière dans l'ombre du secrétaire particulier d'Édouard Lebet. Ce n'est qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, à la bord de la cinquantaine, que sa célébrité éclate en tant que poète avec la publication de La Jeune Parc. Il devient dès lors immensément célèbre en tant qu'intellectuel et homme de lettres. Mais j'ai l'impression que ce genre de profil où ils deviennent giga célèbres super vite et tout le monde les connaît, bah ils passent pas trop à la postérité. Sollicité de toutes parts pour donner des conférences, produire des articles, interlocuteur des plus grands scientifiques et penseurs de l'époque, il devient une sorte de héros intellectuel national, à la fois membre de l'Académie française et professeur de Collège de France. Voilà. Il est membre de l'Académie française. C'est-à-dire que littéralement, pour être membre de l'Académie française, faut ne pas être passé à la postérité. Après ça va, il y a pire, je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus disparu dans l'histoire, mais c'est-à-dire que c'est vraiment pas les plus connus qui sont membres de l'Académie française, quoi. Faut écrire des trucs que personne comprend. C'est un choix après. Alors, nanana. Un père d'origine corse, vérificateur des douanes, ça devait faire de la contrebande, et une mère génoise. Il poursuit il fait ses études à Gênes, puis il fait ses études au lycée de Montpellier, où il suit des études maussades et sans grands éclats. Bah mec, comment ça? Pas assez mathématicien pour entrer à l'école navale qui l'a attiré, il s'oriente vers les beaux-arts. Il commence des études de droit, interrompues par son service militaire, qui vont l'orienter vers la poésie symboliste, ouais. J'aurais misé sur ça. J'aurais misé sur ça après avoir lu son texte, effectivement. Il écrit plus de 100 poèmes et en publie dans la revue maritime de Marseille. Il
rencontre André Gide, ok, bref, il rencontre des gens, il rencontre notamment Mallarmé. Il lui restera fidèle jusqu'à la mort. Et ok. Nuit de Gênes. Il connaît une grave crise existentielle. Il en sort résolu à répudier les idoles de la littérature de l'amour et de l'imprécision, mais aussi à consacrer l'essentiel de son existence à ce qu'il nomme la vie de l'esprit. Les cahiers dans lesquels il s'astreint à noter toutes ses réflexions au petit matin en témoignent. Après quoi, ajoute-t-il en matière de boutade, et en consacrer ses heures à la vie de l'esprit, je me sens le droit d'être bête le reste de la journée. Ok. Il oriente son esprit vers des nouvelles valeurs qu'il estime incompatibles avec la création littéraire, la rigueur et la sincérité de l'esprit et la connaissance de soi. Ok. Et du coup, ça veut dire que tu peux pas écrire si t'es rigoureux, sincère dans ton esprit et si tu te connais. Il considère que c'est le début de sa vie mentale. Il devient rédacteur au ministre de la Guerre. Et reste à distance de l'écriture poétique pour se consacrer à la connaissance de soi et du monde. D'accord. Ok. Donc il a commencé par être poète et là il devient plus ou moins philosophe. Entre 1900 et 1922, il est secrétaire, quoi, ce qui lui donne beaucoup de temps libre pour accroître sa connaissance de son expérience. En gros, il branlait que dalle. Il continuera jusqu'à la fin de ses jours cet exercice matinal, produisant 257 cahiers. Ok, donc les cahiers où il écrit tous les matins. Malgré ce temps libre, sa production littéraire restera modeste pendant ses 20 ans. Il restera l'expression de Berne Geoffroy au Claude de l'intellect. Il essaye de discipliner son esprit, de percer les secrets de l'activité intellectuelle en réétudiant les mathématiques. Il pense parfois à publier ses recherches sans jamais s'y résoudre. Ok. Donc en gros, c'est un peu l'inverse de Zola. Il branle rien, mais il pense à plein de choses tout le temps, mais il fait rien, quoi. Il écrit jamais, il publie rien. Lors de l'affaire Dreyfus, Valéry est anti-Dreyfusard. Allez, conformément à son nationalisme de jeunesse, qu'il abandonnera. Et ainsi donnera-t-il 3 francs pour le monument Henri, un officier français qui a produit de faux documents visant à accuser le capitaine Dreyfus. Nice. Ok, donc c'est un peu comme s'il avait donné à la cagnotte du flic qui avait tué Naël, quoi, globalement. Non, ok. Retour à la poésie, ok, donc il recommence à écrire de la poésie. Publie Les Jeunes Parcs. C'est immédiat, il se remet alors à écrire de la poésie avec une aisance qui le surprend lui-même. Bah oui, finalement. Quand tu te mets à écrire, c'est plus facile que de juste penser à écrire. Un autre grand poème suit quelques années plus tard, le Cimetière marin, toujours influencé par Stéphane Mallarmé. Il privilégie toujours dans sa poésie la maîtrise formelle sur le sens et l'inspiration. Mes vers ont le sens qu'on leur prête, oui, donc ils ont aucun sens, bref. Après la Première Guerre mondiale, il devient une sorte de poète officiel, immensément célèbre. Peu dupe, il s'en amuse et comblé d'honneur. En 1920, il publie une sélection de poèmes. Et après un recueil, dans 1922, il achète tout. Il achète tout, non, il arrête tout. Ok. Alors qu'il approche de la cinquantaine, c'est le commencement de sa célébrité. Putain, c'est un peu comme Zola. Zola, c'était peut-être un peu plus tôt. Et du coup, comme il se sent pousser des ailes d'avoir 50 ans et d'être connu, il entame une liaison avec une poétesse de 38 ans. Ça va, elle a 38 ans, elle a pas 21 ans. Ok. Ok. Il consacre sa vie à être un homme de lettres. On le sollicite pour donner des conférences, ouais, ça on l'a vu. Soutenu financièrement par la princesse Edmond de Polignac et surtout par la comtesse Martine de Béhague. On sent que niveau ambiance, c'était plus à droite qu'à gauche. Ami proche qui lui verse un salaire pour s'occuper de sa bibliothèque. Il séjourne régulièrement dans la propriété de la comtesse, la Polynésie. Et sur son yacht, le Tenax. Putain, mais même à l'époque, ils avaient des yachts, quoi. C'est tellement cliché. Il est promu au rang de... Il a la Légion d'honneur, ok. Il est l'auteur de 4 inscriptions, lettres d'or, commandées pour le fronton des pavillons monumentaux de Palais Chaillot.
En gros, il était grave connu à l'époque, mais il n'a rien fait de très marquant. Occupation allemande et membres. Alors, sous occupation allemande, Paul Valéry refuse de collaborer. En sa qualité de secrétaire de l'Académie française, il fait l'éloge funèbre du juif Henri Bergson, considéré comme un acte de résistance. Cette prise de position lui vaut peut-être de perdre son poste d'administrateur. Il demeure toutefois membre de l'Académie et continue son enseignement au Collège de France. Ok, il refuse de collaborer, mais il n'est pas non plus dans la résistance violente, quoi. Il est président de l'Union française pour le sauvetage de la France, il dédicace ses livres à Hélène. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? En fait, c'est là que tu vois qu'il a pas trop une vie de fou, parce qu'il en a des anecdotes sur sa page Wikipédia, mais on en a rien à foutre. Ok. Son œuvre. Comment il meurt? Il est présenté pour... En 1945, il est pressenti comme favori pour obtenir le Nobel de littérature. Cependant, il meurt. Or, le prix Nobel ne peut pas être attribué à titre posthume. Il a le droit à des funérailles nationales. Ok. Et bah, Paul Valéry, t'es un peu aux F-tiers, on va pas se mentir. Est-ce que au moins tu peux t'appuyer sur ton physique pour te rattraper? Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais, t'es pas catastrophique. En fait, c'est limite pire. Il est juste Osef. Il a pas des dingueries, il a pas des fun facts de fou. Il est vraiment juste, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Aïe. En plus, il n'y a aucune photo de lui jeune. Puis c'est effectivement lui, il avait une sacrée mâchoire. Mais je ne suis pas sûr. Allez, Paul Valéry, petit Valou. En fait, pour moi, devrait y avoir une catégorie genre Osef. C'est un peu terrible. C'est vraiment, il est mouais, mais genre au centre du mouais. C'est l'eau tiède, quoi. Il est sans saveur. Genre, attends, on va le mettre pile au centre de mouais. Il y a combien de mouais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va te mettre là. Devant Sartre, parce que toi, t'as un peu moins collaboré que lui qui était soi-disant dans la résistance. Mais vraiment... En plus, je peux pas dire qu'il est surcoté parce qu'il est pas coté. Genre, qui est en mode « Ah ouais, Paul Valéry, mon auteur préféré ?» Personne, tout le monde s'en fout. Qui a étudié Paul Valéry au lycée ou au collège et s'est dit « Ah ouais, ça m'a ouvert les portes de la littérature ?» Non, personne. Donc il peut pas être surcoté, parce que pour être surcoté, il faut être coté. Et lui, il était pas, quoi. En fait, c'est limite un peu dommage que surcoté, ça soit en dessous de mouais. Parce que bon, ils subissent le fait qu'ils étaient connus, quoi. Après, c'est vrai qu'il était moins problématique que Colette, quoi, qui a dit oui, les femmes, elles peuvent pas avoir des rôles parce qu'elles ont leurs règles. Donc oui, on va peut-être le laisser là, mais c'est l'eau tiède, quoi. Ok. Alors, je dirais que lui a une photo assez vieille et lui a une photo assez vieille. Lui, il y a débat. Alors, qui est cette personne? J'ai dit, ma peur, c'est un peu d'avoir un auteur récent, inconnu, que je ne connais pas, quoi. Et on a eu Paul Valéry, qui est littéralement un auteur un peu inconnu, quoi. Alors, c'est Guillaume Apollinaire. Ah, mais je ne l'avais pas reconnu. Le petit Apollinaire. Apollinaire, j'avoue, je pars avec un biais plutôt positif de lui. C'est-à-dire que globalement, je l'ai pas mal étudié, il est pas mal revenu dans mes études. Et j'ai trouvé ce qu'il était assez ok. Genre, c'était pas le genre de truc où t'es en mode putain, c'est trop chiant, ça a aucun sens, je comprends rien. J'ai pas envie de lire son bouquin, j'ai pas envie de le lire, quoi. Alors, des extraits de Alcool, forcément, c'est un peu tout, c'est un peu son œuvre principale.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Voilà. Voilà, ça c'est de la poésie, je peux relate. C'est-à-dire, je peux comprendre quelque chose et je peux trouver ça beau. Les deux sont possibles. Et du coup, pas forcément... je préfère à une énigme. Je ne suis pas professeur Layton, voilà, c'est ça. Valérie, c'est l'auteur de Professeur Layton. Il ouvre le poème et il est en mode « Oh, ce poème me rappelle une énigme. » Et encore, parce que une énigme, il y a une solution, alors que Valérie, il est en mode « Ouais, les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent de mes poèmes, donc il n'y a même pas de solution. » Non, Valérie, fais un effort. Alors... Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas, quand donc finira la semaine? Tu vois, ça, qui ne relate pas? C'est jeudi midi, ou genre vendredi matin, ou mercredi milieu de journée. T'es là, tu te dis encore 2 jours et demi avant le week-end. Tu regardes par la fenêtre, tu vas te promener, t'as un fleuve qui passe pas trop loin. T'es en mode, ça coule toujours, et moi... Quand est-ce que je suis en week-end? Alors, l'adieu. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Et même ça, où le sens il est pas évident au premier abord et tout, on sent qu'il y a un truc derrière, on a envie de savoir, on a envie de creuser. Là on se dit, ce poème me rappelle une énigme à genre 20 ou 30 picaras quoi, genre on se creuse un peu la tête mais on est content à la fin. Donc ouais, Guillaume Apollinaire, j'avoue, j'aime bien. Après peut-être qu'on va apprendre qu'en fait c'était catastrophique Guillaume Apollinaire. J'ignore. Mais moi, je lui fais un peu confiance. Est-ce que c'est un truc fait par IA ou un dessin? Si c'est un dessin, j'aime bien le style. Alors, né en 80 et mort en 1918. Putain, mais c'est vrai que on fait des petits sauts dans le temps, là. Wilhelm Apollinaris de Kostrowici, dit Guillaume Apollinaire. Ok. C'est fou. Il y a eu trop de noms, ça m'a troublé. Donc c'est un poète écrivain français, né à Rome. Il meurt à Paris de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre. Ça c'est le coup dur. Poète français les plus importants du XXe siècle et auteur de poèmes Zone, Le Pont de Mirabeau, ayant fait l'objet de plusieurs adaptations en chansons au cours du siècle. La part érotique de son œuvre, tiens donc Guillaume, dont principalement 3 romans dont Un perdu, de nombreux poèmes et des introductions à des auteurs licencieux est également passé à la postérité. Elle expérimenta un temps la pratique du calligramme, c'est ça les calligrammes, quel banger, terme de son invention, quoiqu'il ne soit pas l'inventeur du genre lui-même, désignant des poèmes écrits en forme de dessin et non de forme classique en vers et strophes. Il fut le chantre de nombreuses avant-gardes artistiques de son temps, notamment du cubisme et de l'orphisme, à la gestation desquels il participa en tant que poète et théoricien. Précurseur du surréalisme, il en forgea le nom dans son drame Les Mamelles de Tirésias. Ok. Les calligrammes, j'avoue, c'est peut-être un peu ce que j'aime le plus chez Apollinaire, parce que voilà, c'est un peu des poèmes, mais un peu funky. Et en plus de ça, au lycée, on avait été obligé d'en écrire nous-mêmes en devoir d'invention. Et je sais pas du tout dessiner, du coup ça avait été un peu horrible, mais justement essayer de faire quelque chose avec les formes et tout ça, je me souviens que c'était trop cool. Et en fait on les avait tous exposés, et du coup on a pu voir ceux les uns des autres, et genre c'était juste hyper cool de voir les œuvres de tout le monde, enfin de tous ceux qui s'étaient donné un peu la peine de faire des trucs quoi. Alors, voilà, et lui il a une page Wikipédia, une vraie page Wikipédia. Non mais ceux-là il avait tellement une page de fou. C'est fou. Alors, il est né à Rome sous le nom Guglielmo Alberto Vladimiro Alessandro Apollinare de Kostrowicz. En polonais, Willem Albert Włodzimierz Aleksander Apollinary Kostrowicki.
Apollinaire est en réalité, jusqu'à sa naturalisation en 1916, le 5e prénom de Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrovitsi. Il a 12 000 fois son nom. Sa mère, Angelika Kostrowiska, ou Angelika Devas-Kostrowiski, est née à Nowogródek dans l'Empire russe. Putain, mais je viens de comprendre quelque chose. Je viens de comprendre pourquoi les noms propres de The Witcher 3 ressemblent à ça. Parce que l'auteur, il est polonais. Et que j'avais jamais fait le lien. Waouh. J'ai l'impression... C'est le gif du mec dont le cerveau explose en mode... Genre, tout s'explique. Mais oui, tout est beaucoup plus clair en fait. Genre, j'étais en mode, putain, mais ces noms me rappellent des trucs. Ça me rappelle The Witcher, mais c'est trop marrant. Est-ce qu'il y a une inspiration polonaise? Bah oui, connard, ça a été écrit par un Polonais, en fait. C'est... ok. Et bah, j'aurais appris tellement de choses aujourd'hui. Notamment le fait que The Witcher était polonais. Voilà. Alors, dans une famille de la petite noblesse polonaise, après la mort de son père... Camérier honorifique de cape et d'épée du pape. Ça veut dire quoi, camérier? Waouh. Les camériers secrets peuvent être de cape et d'épée. L'occasion qui désigne les laïcs au nombre de 5. Ils exercent des fonctions précises. Maître du Saint-Hospice, fourrier majeur du Sacré Palais, grand écuyer, porteur de la Rose d'Or, surintendant général des postes pontificales. Mais du coup, ils font quoi? Globalement, genre juste ils travaillent pour le pape, genre. Ok. Un membre de la famille pontificale. Ah, c'est juste des membres de la famille du pape. Ah non, elle ne doit pas être confondue avec les parents du pape. C'est les membres de la famille chargés du service personnel du pape. Ok. Ok, d'accord, donc son père bossait pour le pape. Très bien. Après la mort de son père, elle demeure à Rome. Ah oui, mais du coup son père habitait à Rome. Tu m'étonnes s'il bossait pour la famille du pape, ou pour le pape. Où elle devient la maîtresse d'un noble et a une grossesse non désirée. Son fils naît en 81. Il est déclaré à la mairie comme étant né le 26 août d'un père inconnu et d'une mère voulant rester anonyme, de sorte que l'administration l'affubla d'un nom de famille d'emprunt, Dulcini. Ok, donc... Putain, mais il a tellement de noms, Apollinaire, il a eu 12 000 noms dans sa vie, quoi. Elle finit par le reconnaître quelques mois plus tard comme notaire devant notaire comme son fils, et j'allais dire, mais c'est marrant parce qu'il a le nom de famille de sa mère, et oui, parce que du coup, elle l'a reconnu toute seule. Donc son père serait un officier italien, mais on sait pas trop, ok. Elle lui donne... En 1882, elle lui donne un demi-frère, qui lui s'appelle Giovanni, donc il a un autre nom de famille. Elle s'installe à Monaco avec ses fils sous le nom de Olga de Kostrovitski. Très vite, elle y est arrêtée et fichée par la police comme femme galante, gagnant probablement sa vie comme entraîneuse dans le nouveau casino. Comme femme galante. Prostituée. Ça veut dire quoi, être entraîneuse? Entraîneuse dans un casino. Mais à tous les coups, ils vont me dire juste des gens qui entraînent. Entraîneur. Personne qui prépare et dirige. Ok. Employé incitant la clientèle à consommer davantage ou à participer aux employés proposés. Ok, c'est super Marcel. Va te faire foutre Marcel. Alors, elle y est arrêtée et fichée parce qu'elle a été du coup peut-être pas prostituée, juste elle encourageait les gens à boire quoi. Il est placé en pension, mais où est-ce qu'elle a cet argent? Elle l'a hérité, genre de son mari mort. Collège Saint-Charles, c'est à Lyon ça non? Pas du tout, à Monaco. Il se révèle être l'un des meilleurs élèves, puis il est inscrit au lycée de Saint-Eustache de Cannes, et ensuite à Masséna à Nice, où il échoue à son premier baccalauréat et ne se représente pas. Ah, il a pas fait comme Zola, il a pas fait la doublette. Il s'est dit, ouais, on va pas tenter. Il est en pension. Leur mère ne leur avait envoyé que l'argent du train, ils ne peuvent pas payer la note de l'hôtel et doivent fuir en secret une fois tout le monde endormi.
D'accord. Ainsi, de cette époque datent les souvenirs de danses festives de cette contrée. Ok, la mère d'Apollinaire, nana. Qu'est-ce qu'elle a, la mère d'Apollinaire? Elle lui ressemble, très bien. Rue jamais variée, nombreux voyages, toute l'Europe ou presque. Ok, donc elle était vagabonde, quoi, globalement, et il en a hérité. À Paris. En 1900, il s'installe à Paris. Centre des arts et de la littérature européenne à l'époque. À l'époque, ne laisse pas toujours un peu. En Europe, je sais pas, c'est peut-être Berlin, non, je sais pas, c'est compliqué. Y a-t-il un centre des arts et de la littérature européenne? Ne t'en fais pas, is okay. See you très soon indeed. Et bon appétit, I guess. Soon. Merci d'être passé, bisous, ciao. Alors, il devient employé de banque comme son devait faire Alberto Eugenio Giovanni. Il est engagé comme ghostwriter pour écrire le roman feuilleton Que faire, mais on refuse de le payer. Pour se venger, il séduit sa jeune maîtresse, TDR. Il est en mode, ah, tu veux pas me payer? Bon bah je baisse ta femme. Enfin, je baisse ta maîtresse. Écoute, on se part sur ça. Il écrit son premier article pour Tabarin, et donc hebdomadaire satirique dirigé par Ernest Caillet. Ses premiers poèmes paraissent dans la revue Grand France sous le nom d'Anna Willem Kostrowiecki. Ah, il s'appelle pas encore Guillaume Apollinaire. Il est le précepteur, ok. Il tombe amoureux de la gouvernante de la petite fille qui refuse ses avances. C'est alors la période rhénane dont ses recueils portent la trace. De retour à Paris en 1902, il garde le contact avec Annie, se rend près d'elle à 2 reprises à Londres, pas à Nantes. Elle part pour l'Amérique. Le poète célèbre la douleur de les conduits dans Annie, la chanson du mal-aimé, l'émigrant du Lander Road Rhénane. Bon, c'est un peu un forceur, on va pas se cacher. Mais il a pas non plus. Il a fait un poème en disant que voilà, ouin, mais voilà, c'est pas aller plus loin. Il travaille pour divers organismes boursiers, parallèlement publie contes et poèmes dans des revues. Il prend à cette époque pour pseudonyme Apollinaire, d'après le prénom de son grand-père maternel, ok, Apollinaris, qui rappelle Apollon, dieu de la poésie. Il lance un mensuel littéraire dont il est rédacteur en chef, le Festin d'Ésope, revue de belles lettres, dans lequel il publie quelques poèmes. On y trouve également des textes de ses amis André Salmon, Alfred Jarry, ok. Et ça s'arrête après 9... Il a quand même fait 9 parutions, hein. Il entretient des relations chaotiques avec l'artiste peintre Marie Laurencin pendant 7 ans. Commence à vivre de sa plume et se lie d'amitié avec Pablo Picasso. Mais comment ça, il vit de sa plume? Bon, après, il a l'air de publier des contes, des poèmes, des trucs comme ça. Ok. Accusé de complicité du vol de la Joconde parce qu'une de ses relations avait dérobé des statuettes au Louvre, il est emprisonné durant 1 semaine à la prison de la Santé. Eh bah c'est bien, parce que après avoir été emprisonné à la prison de la Santé, il a pu écrire un poème qui s'appelait La vie, les yaourts. Cette expérience le marque. Cette année-là, il publie son premier recueil de poèmes. Ah ok, donc avant il publiait pas des recueils, oui il publiait dans des revues quoi. En août 1914, il tente de s'engager dans l'armée française, mais le conseil de révision ajourne sa demande car il n'a pas la nationalité française. Il part pour Nice. Ouah, on a une vidéo. On a une vidéo de lui. Ouh, c'est marrant, c'est un peu comme s'il était allé enregistrer des gifs. Il est allé enregistrer une petite vidéo dans l'équivalent d'un photomaton. Trop marrant. Pardon, j'ai été distrait par les photos qui bougent. Alors, Guillaume Apollinaire, attends, on en est où? Il part pour Nice où sa seconde demande en décembre 14 sera acceptée, ce qui lancera sa procédure de naturalisation. Ok, donc il s'engage dans l'armée et là on lui dit bon d'accord, t'as le droit d'être français et t'as le droit d'être dans l'armée. Double win pour lui, I guess. Peu après son arrivée, un ami lui présente Louise de Coligny-Châtillon. Divorcée, elle demeure chez son ex-belle-sœur à la Villa Baratier dans les environs de Nice et mène une vie très libre. Apollinaire s'éprend aussitôt d'elle, la surnomme No
et la courtise d'abord en vain, puis elle lui accorde ses faveurs, les lui retire, et quand il est envoyé à faire ses classes à Nîmes après l'acceptation de sa demande d'engagement, elle les rejoint pendant une semaine, mais ne lui dissimule pas son attachement pour un homme qu'elle surnommait Toutou. Ok, donc elle est en mode je t'aime bien, mais j'en ai un autre, du coup, si tu veux de moi, il faut que tu acceptes que j'ai un autre gars dans ma vie. Une correspondance naît de leur relation, au dos des lettres qu'Apollinaire envoyait au début au rythme d'une par jour ou de tous les 2 jours, puis de plus en plus espacés, se trouvent des poèmes qui furent rassemblés plus tard sous le titre de Ombre de mon amour, puis de Poèmes à loup. Ok. Ok, la jeune femme ne l'aimera jamais comme il l'aurait voulu, elle refuse de quitter Toutou, et à la veille du départ d'Apollinaire pour le front, ils rompent en se promettant de rester amis. Ouais, il est parti à la guerre en se disant au moins j'aurais rien à perdre, j'ai rien à perdre. Let's go. Malgré les vicissitudes de l'existence de tant de guerres, il écrit dès qu'il le peut pour garder le moral et rester poète. Et une abondante correspondance avec Lou, ses nombreux amis et une jeune fille qu'il avait rencontrée dans le train. Une fois sur le front, il lui envoie une carte, elle lui répond, et ainsi débute une correspondance vite enflammée qui débouche en note et toujours par correspondance à une demande en mariage. D'accord, avec Madeleine Pagès, qu'il a juste rencontré dans le train une fois. Il veut devenir officier, donc il est transféré dans l'infanterie dont les rangs sont décimés, donc parce que tout le monde est mort et il se dit ok, c'est ma chance de devenir officier, je vais là-bas. Il part pour Oran retrouver sa fiancée pour sa première permission. Ah, mais du coup elle a accepté. Ok. En 1916, il obtient sa naturalisation française. Ça a pris son temps, ça fait quand même 2 ans qu'il se bat pour la France. Mais quelques jours plus tard, il est blessé à la tempe par un éclat d'obus. Heureusement que c'était quelques jours plus tard. Et il y est très pané, puis entame une longue convalescence autour de laquelle il cesse d'écrire à Madeleine. Fin octobre, son recueil de contes Le Poète assassiné est publié, et l'apparition est couronnée. Et couronnée, ça veut dire de succès. Ah, et couronné le 31 décembre par un mémorable banquet organisé par ses amis. Les surréalistes s'intéressent alors à un tableau de Giorgio de Chirico, portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, un profil avec un cercle blanc dessiné sur la temple gauche, comme une cible à l'endroit même où 2 ans plus tard sera blessé. Attends, mais quoi? Mais c'est une dinguerie ça. Attends. Il y a un poète qui pouvait prévenir l'avenir? Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire est un tableau nanana. Bien que cette peinture à l'huile au fusain se soit d'abord appelée Homme cible et son titre définitif attribué seulement après la blessure d'Apollinaire. Ok. C'est de la triche. Ça s'appelait L'homme cible à la base, c'est juste après qu'il a été blessé que voilà. Alors, en 1917, il crée le terme de surréalisme qui apparaît dans une de ses lettres à Paul Dermet. Il est rattaché au ministère de la Guerre, qu'il affecte à la censure. Ok. Dernières années, on est déjà dans les dernières années, putain, ça allait vite. Ok. Il épouse Jacqueline Kolb, qui n'est pas la meuf avec laquelle il était fiancé, à qui l'on doit de nombreuses publications posthumes des œuvres d'Apollinaire. Il a pour témoin Picasso, ok. Affaibli par sa blessure, Guillaume Apollinaire meurt en 1918 chez lui, ok, de la grippe espagnole. Alors que ses amis viennent saluer sa dépouille, les Parisiens défilent sous ses fenêtres en criant « À mort Guillaume », faisant référence non au poète mais à l'empereur Guillaume II d'Allemagne qui a abdiqué le même jour. C'est fou. Picasso se met à pleurer en entendant ces cris pour lui absolument insupportables. Ok. Alors, influencé par la poésie symboliste, admiré de son vivant par les jeunes poètes qui formèrent plus tard le noyau du groupe surréaliste, Breton, Aragon et Soupeau, ah oui quand même, inventeur du système surréaliste. Entre modernité et tradition, il a d'ailleurs déménagé au Japon. Ok. Et est-ce qu'on a un quelconque engagement politique après cette pris une balle dans la tête? Engagement politique. Donc il est patriotique.
Ok. J'aimerais bien avoir la source de ça. Germanophobie, ok. Guillaume. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Alors, Apollinaire et la politique pendant la guerre. Ok, donc il a pas pris ouvertement le truc. Il n'est pourtant pas douteux qu'Apollinaire, présent aux événements de son temps, est amené à porter des jugements fragmentaires et non systématiques. L'attrait est permanent, sensible. Ok, donc il est intéressé par la politique, mais il est réservé. Ok, non. En plus, il publie des trucs sans signer, du coup, c'est compliqué. Certaines de ses positions ne changera pas son attitude à l'égard du pape et la politique de l'Église. Mais c'est quoi cette politique? Ok. Ok, non, il s'informe et tout ça. Ok, donc il était germanophobe, stigmatisant toutes les formes d'impérialisme. Il était optimiste avant la guerre. Ok. Il se tient au courant pendant la guerre. Ah là là, ok. Ok. C'est pas très clair, quoi. Donc il est quand même apparemment un bon soldat, quoi, un bon petit soldat. En tout cas, c'est simple, si ça dure peu de temps, c'est que la France et ses alliés sont vaincus. Plus ça dure, plus les certitudes de nos victoires augmentent. Le temps est notre allié. Ok. Il fait des belles déclarations sur l'armée française, bien dirigée, bien vêtue et bien ravitaillée. Soumission à la discipline. Bientôt, Apollinaire se refuse à se prononcer sur la durée de la guerre et ses critiques se font nombreuses et précises. Elle vise simultanément les diplomates de l'entente et les armées alliées, les Italiens qui temporisent, les Russes qui avancent à la façon des écrevisses. Ok. Ok. Il a un désir de paix, certes, mais bon, il est quand même un peu va-t-en-guerre. Bon, il est globalement assez neutre, quoi. Bon, Apollinaire, ça va aller dans... C'est pas mal, mais à la fin. C'est-à-dire que niveau style, c'est good. Niveau parti, ouais, il était quand même vachement va-t-en-guerre. Mais après, il était germanophobe. Physiquement, on n'a pas fait le physique. Le physique, bien entendu. C'est important. C'est le plus important même. Guillaume Apollinaire. Non. Alors Guillaume, il est mort jeune. J'allais dire, c'est une bonne chose pour les photos, mais c'est pas... C'est pas ouf non plus, quoi. Il a pas trop... Il est un peu dans la moyenne, quoi. Il est un peu Osef tiers.
il a un peu les yeux qui terrifiants, je trouve. Je crois qu'ils sont un peu globuleux et du coup c'est un peu terrifiant. Oh, ça va pas de fou faire remonter sa note. Ah, c'est terrible parce que mon cœur a envie de le mettre en c'est pas mal. Mais mon cerveau a envie de le mettre en top de mouais. Parce qu'il était quand même très va-t-en-guerre et il s'est pas engagé plus que ça. Et son style d'écriture, voilà quoi. Après, il a un peu le bonus de Viran Kobolesque sur le début. Allez, on va le mettre en c'est pas mal. Voilà.